Bonjour pour notre, je ne sais même plus combien, notre sixième Zoom, je crois, que nous avons ensemble. On a un certain nombre d'opérations, enfin de choses dont on va discuter aujourd'hui. Et j'aimerais parler d'une première chose, parce que c'est ce que sont les rumeurs qui courent dans la communauté quand il y a un problème. Ben là, il y en a une. Je vous ai annoncé hier que je ne quittais pas la Russie. Je vous ai annoncé que Arnaud, euh, Pavel et Igor ne quittaient pas la Russie. Et là, on a eu un feedback en nous disant c'est catastrophique. En fait, c'est pas vrai. À part moi, Arnaud, Pavel et Igor partent. Les gens ont peur qu'ils ne reviennent pas. Alors, on va leur demander pour qu'ils nous disent ce qu'il en est. Arnaud, que fais-tu? Est-ce que tu quittes le territoire de la Russie après nous avoir expliqué que tu ne partais pas? Je fais un aller-retour. Je quitte la Russie le 11 pour raisons familiales. Et évidemment, je reviendrai à court terme. Donc, c'est un faux départ et une fausse rumeur surtout. Pavel? Alors, moi, je prends l'avion en principe demain et je reviens le jour où Arnaud part, c'est-à-dire le 11. J'ai mes billets de retour et quand la crise a éclaté, j'étais en Europe et j'ai pris le premier avion pour venir ici. Donc, dans le cas contraire, je serais resté bien au chaud. Mais c'est vrai on va continuer tous de faire des allers-retours, notamment parce qu'on a des consultations, des réunions importantes à Paris et qu'on continue de travailler à la défense des intérêts des entreprises, non seulement ici avec vous, mais également à Paris. Donc le fait de prendre l'avion ne signifie pas l'émigration, le rapatriement, a fortiori, comme c'est mon cas, je laisse ma famille ici à Moscou. Donc, on vous tiendra informé. Si jamais on sent que la température monte au-delà du raisonnable, évidemment qu'on ne fera pas les Mexicains et on sera d'une franchise absolue avec vous. Si je comprends bien, tu abandonnes ta famille. Oui, c'est cela, oui. J'ai décidé d'être bigame, d'entrer en France. On dit des bêtises devant des centaines de personnes, président. Igor? Non, moi, j'ai aucun départ qui est prévu. Rien du tout. Moi, je reste ici. Hein. J'ai tous les billets que j'avais pour mes déplacements qui étaient prévus avant, ont tous été annulés ou vont être annulés, mais c'était des déplacements professionnels. Moi, je ne bouge pas, je reste là. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire, nous restons là, nous ne bougerons pas, il y aura des allers-retours et on fera des allers-retours. Moi, j'en ai pas prévu pour l'instant, mais il n'est pas dit que tout d'un coup, j'en ai pas un. Si on me demande d'aller à Bercy ou au Quai d'Orsay, j'irai bien évidemment. Et si l'espace aérien est ouvert, ce qui est encore au jour d'aujourd'hui. Oui, ça c'est sûr. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, on a fait, vous savez, une étude sur les Français, voilà, le désir des Français de partir. Alors, j'ai deux études. J'ai celle de la CCI France-Russie et j'ai celle qui a été faite par Alexandre Atsal, le cabinet Atsal. Il l'a fait sur 220 Français, nous un nombre un petit peu inférieur. Alors, du rapport de Atsal, alors ces deux études ont été faites juste avant l'annonce du départ, du message du Quai d'Orsay annonçant les recommandations de rapatriement des ressortissants français. Eh bien, on a à peu près les mêmes chiffres, c'est-à-dire que Alexandre Atsal, c'est 66% des sondés souhaitent rester en Russie. Nous, c'est 61%. Et on a 16% des Français qui voulaient quitter la Russie avant, encore une fois, l'annonce du Quai d'Orsay. Pour Absal, c'est 14%. Et non décidé, c'est 25% pour nous et c'est 13% pour Atsal. Donc, c'est à peu près les mêmes chiffres. Bien évidemment, ces chiffres vont évoluer et on va renvoyer le sondage après, maintenant qu'il y a eu cette demande du Quai d'Orsay que nous ne comprenons toujours pas, de rapatrier les familles et les ressortissants non essentiels, dont j'attends toujours la définition. Mais ayant dit tout cela,
Arnaud, que s'est-il passé en 24 heures et quels sont les points importants qu'il faut suivre, s'il te plaît? Merci, Président. Toujours avec la même répartition des tâches, politique, intérieur, société, économie pour moi et tout ce qui est diplomatie pour Igor Delannoy. Sur le plan intérieur, donc on a eu la confirmation de ce qui avait été annoncé hier, à savoir que, Dieu merci, la loi martiale n'a pas été instaurée en Russie, l'état de guerre. De toute façon, je rappelle qu'il n'y a pas de guerre officiellement en Russie, ce qui aurait été assez paradoxal. Ce qui ne veut pas dire que le Parlement n'a pas été, ce qui ne veut pas dire pardon que le Parlement a été inactif, puisque aujourd'hui a été voté texte de loi qui prévoit 15 ans de détention pour la propagation de fausses nouvelles relatives aux forces armées russes et 3 ans pour les appels à sanctionner la Russie. Dans le prolongement de ce que j'ai égrené hier et les jours précédents, s'agissant des médias, deux nouveaux médias russes aujourd'hui annoncent leur fermeture ou la fermeture de leur bureau à Moscou, Znak et The Village. Et par ailleurs, l'agence Roskomnadzor a annoncé avoir bloqué l'accès à la BBC, à Deutsche Welle, mais également à Facebook et à Twitter. Voilà. Enfin, dans le registre intérieur, et là aussi dans le prolongement de ce que j'ai pu dire hier à propos, par exemple, de M. Deripaska, il y a une autre intervention significative dans l'espace public, celle de la compagnie pétrolière Lukoil, qui est, vous savez tous, un très grand groupe russe, le deuxième pour la production de pétrole national, et qui a appelé à la paix le plus rapidement possible. Ça a été fait au nom du directoire du groupe. Pour ce qui est de l'économie, il y a un certain nombre d'annonces, de nouvelles. Alors, dans un registre, c'est étonnant, quoique en réalité pas tant que ça. On a appris que Goldman Sachs et JP Morgan, grande banque américaine, ont commencé à racheter massivement des actifs russes dépréciés. Intéressant. On a également l'annonce, enfin le vote plutôt à la Douma d'un paquet de mesures anti-sanctions. Et il y aura un autre volet de soutien aux entreprises frappées par les sanctions la semaine prochaine. Quoi d'autre? Yandex qui annonce un risque de défaut sur ses obligations en devises, ce qui résulte des difficultés, voire des interdictions faites de payer des coupons à l'étranger. Et enfin, s'agissant de l'énergie, on voit monter aux États-Unis les discussions sur une interdiction d'importation du pétrole, ce qui rapprocherait un petit peu la situation russe de celle de l'Iran. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire dans un registre bien peu réjouissant. J'en ai conscience. Alors, en ce qui concerne la situation pour la diplomatie, plusieurs points. Alors, tout d'abord, les pourparlers, le deuxième tour de pourparlers qui s'est tenu en Biélorussie s'est achevé sur des résultats en matière humanitaire, puisque les Russes et les Ukrainiens ont convenu de s'entendre sur des cessez-le-feu localisés afin de permettre la création de corridors humanitaires et donc la sortie de civils pour les évacuer de villes qui sont assiégées ou d'endroits où les combats sont particulièrement soutenus. Et manifestement, dès cet après-midi, un premier corridor était en voie de constitution à Mariupol. Vous savez que la ville est encerclée maintenant depuis 2 ou 3 jours. Et visiblement, un corridor serait déjà en train d'être constitué pour permettre aux gens de Mariupol de sortir. Concernant le troisième tour de négociation, les parties se sont séparées en convenant qu'il y aurait un troisième tour de discussion. Il y a plusieurs temporalités qui sont évoquées. On évoquait début de semaine prochaine, mais plus récemment, de sources ukrainiennes, on parle d'ailleurs possiblement de demain ou d'après-demain pour la suite des négociations. Donc on voit qu'il y a une dynamique quand même qui est plutôt positive de maintenir le contact et de se parler le plus vite possible. Autre
Autre point important à mon avis, aujourd'hui, l'OTAN a tenu une assemblée extraordinaire pour discuter de l'Ukraine au niveau des ministres des Affaires étrangères des pays de l'Alliance. Les Suédois et les Finlandais y étaient évidemment conviés, même s'ils ne sont pas membres de l'OTAN, en tout cas pas pour l'instant. Il y a eu plusieurs éléments pendant cette discussion qui s'est achevée il n'y a pas très longtemps. Tout d'abord, il a été convenu que les Finlandais et les Suédois seraient associés encore plus étroitement qu'ils ne le sont déjà aux discussions au sein de l'Alliance. Le ministre des Affaires étrangères turc a fait plusieurs déclarations intéressantes. Il a réaffirmé que la Turquie était disposée à servir de médiateur entre les Russes et les Ukrainiens. Il a même proposé la ville d'Antalya, bien connue des touristes russes, pour accueillir ces pourparlers. Je rappelle que la Turquie, depuis plusieurs semaines, même plusieurs mois, propose sa médiation entre Minsk et Moscou, Kiev et Moscou. Et à cet égard, il a aussi réaffirmé que la Turquie ne fermerait pas son espace aérien aux compagnies russes. Ça a été redit cet après-midi donc par M. Cavusoglu, donc ministre turc des Affaires étrangères. Troisième point important, me semble-t-il, l'OTAN a réaffirmé qu'elle n'enverrait pas de troupes, ni d'avions de combat en Ukraine. C'est important parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs la semaine dernière sur le transfert d'avions de combat. Il y a les Ukrainiens qui réclament de toutes leurs forces l'instauration d'une zone d'exclusion aérienne sur l'Ukraine, ce qui évidemment n'est pas à l'ordre du jour, hein. Et ces propos, ces déclarations font écho à ceux du chancelier allemand Scholz, qui hier soir, dans une émission télévisée, rappelait que l'OTAN n'est pas en guerre avec la Russie, et fort heureusement, et qu'il n'était pas question que l'OTAN prenne part directement au conflit en Ukraine. Et manifestement, il y a des rumeurs, mais assez soutenues, qu'il pourrait y avoir un entretien entre M. Scholz et Poutine. Ça vient d'avoir lieu, ça vient de tomber. Voilà, au sujet de l'Ukraine. Donc, il y a des discussions possiblement, on ne sait pas dans quelle temporalité là aussi, mais visiblement, c'est une source du ministère allemand des Affaires étrangères qui évoque la possibilité. Elle a eu lieu. Elle a eu lieu. Donc, c'est un coup de fil. Absolument. Voilà, et il y en aura une autre prochainement. Voilà, donc après Macron, Scholz aussi va s'entretient et va s'entretenir encore avec le président russe. Et dernier point sur le rôle de la France, la posture de la France. Très brièvement, la France renforce sa présence militaire sur le flanc oriental de l'Alliance avec l'arrivée il y a 2 jours de soldats français en Roumanie. On parle d'environ 250 soldats français sur les 500 qu'il est prévu de déployer en Roumanie dans le cadre de la force avancée renforcée de l'Alliance, qui pour l'instant, je le rappelle, n'a pas créé formellement de battle group en Roumanie, sur le modèle des battle groups qui existent déjà dans les pays baltes et en Pologne. Vous pouvez nous dire ce qu'est un battle group? Alors un battle group, c'est ce qui a été créé après 2014-2015 pour faire ce que les Américains appellent de la réassurance, c'est-à-dire rassurer les alliés baltes et polonais terrorisés par les actions de la Russie en Ukraine et en Crimée. Et donc, il y avait l'idée d'instaurer sur une base rotationnelle la présence de contingents dans ces pays baltes et en Pologne, donc il y a 3 pays baltes et en Pologne, avec une nation cadre pour chacun de ces groupes qui tournent. Donc il y avait les Allemands, les Britanniques, les Américains, les Canadiens aussi, me semble-t-il. Et donc, il y a des pays membres de l'Alliance qui envoient des avions, des blindés sur une base rotationnelle pendant plusieurs semaines pour donc rassurer ces alliés très, très inquiets. L'équivalent n'existe pas aujourd'hui en Roumanie, mais il est question de créer ce type de formation. Et si jamais cette formation est instituée, il y a fort à parier que la France sera désignée nation cadre, ou proposerait comme nation cadre pour donc ce battle group en Roumanie. Voilà. Sur les négociations entre les Russes et les Ukrainiens hier, donc ils sont mis d'accord sur un corridor humanitaire, si je comprends bien. Est-ce qu'ils se sont mis d'accord sur des options, sur une trêve militaire? On nous demande notamment s'il y aurait une trêve militaire le 8 mars, mais ça j'en doute. J'ai entendu, moi, ce qu'on sait des déclarations de Medinsky et des Ukrainiens quand on les recoupe, c'est qu'il y aurait des cessez-le-feu localisés et temporaires uniquement le temps que les corridors servent à évacuer les populations, mais ça ne va pas au-delà de ça pour l'instant. D'accord. Et que un cessez-le-feu généralisé et une solution politique, ce sont les 2 autres
paniers, deux autres paquets de sujets, mais qui ne sont pas abordés à ce stade. Dans une autre question politique, c'est après la prise de la centrale nucléaire de Zaporijia par les Russes, peut-on reprocher à Poutine d'utiliser la peur du nucléaire? Mais ça, c'est les éléments de langage utilisés par M. Zelensky qui parle de terreur nucléaire. Il est dans son rôle, je veux dire, il essaie de susciter de l'émoi et de la solidarité autour de lui et de l'Ukraine, mais je rappelle qu'il y a un premier site nucléaire qui a été concerné, qui était Tchernobyl la semaine dernière, qui a été pris sans coup férir, hein, j'allais dire, il n'y a pas eu de combat ni rien. Il y a des opérateurs ukrainiens qui continuent de faire tourner le site avec la présence de soldats russes et probablement d'opérateurs russes. Sur le site de la centrale de Zaporijia, il y a eu des combats, puisque les Ukrainiens n'ont pas voulu céder le site sans se battre. Il y a donc eu des incendies sur des bâtiments administratifs, mais les blocs nucléaires n'ont pas été évidemment concernés, fort heureusement. Et aujourd'hui, la centrale continue de fonctionner en régime normal, sous le contrôle de l'armée russe. Mais je ne pense pas qu'on peut tellement parler de terreur nucléaire. Maintenant que les Russes cherchent à mettre la main sur les sites critiques énergétiques, c'est une évidence. L'utilisation qu'ils vont en faire, par définition, on ne sait pas. Pour l'instant, les sites continuent de fonctionner, mais on peut imaginer qu'ils pourraient chercher à débrancher l'énergie sur telle partie du territoire dans la logique de faire cesser plus vite les combats en privant les villes assiégées ou les garnisons assiégées d'électricité et d'énergie. L'idée étant là aussi de provoquer une reddition plus rapide. Alors, peut-on juger de l'efficacité des pourparlers et de leurs acteurs à ce jour et prévoir un délai d'aboutissement? Bon, sur les délais, évidemment, personne ne le sait. Comme l'a dit Igor, il y a une fréquence qui est plutôt encourageante. C'est-à-dire que quand on dit vouloir se retrouver dans 24 ou 48 heures, c'est le délai minimum parce que les délégations doivent rendre compte de leur capitale respective. Donc, ça veut dire que, encore une fois, ça avance et que le processus est installé. Pour ce qui est, encore une fois, de la cessation des hostilités, je crois qu'il faut être réaliste. Je pense qu'elle n'est pas envisageable, en réalité, avant que la Russie estime avoir atteint ses objectifs ou l'essentiel de ses objectifs. Je ne fais que reprendre ce que, apparemment, Vladimir Poutine a dit au président Macron il y a quelques jours. Mais il faut espérer que cette fréquence, ce rythme, dure une accélération générale du calendrier et d'une sortie politique de cette région. Il y a une inconnue, si tu permets, Malia, c'est sur le rôle de la Biélorussie. Parce que si la Biélorussie s'engage frontalement dans le conflit, il y a des signaux, des rumeurs, visiblement que la Biélorussie pourrait franchir le pas, évidemment, elle perdrait toute légitimité comme pays hôte de discussion de paix. Et par conséquent, cela retarderait, ou on espère que ça ne romprait pas, mais ça retarderait le dénouement de ces discussions. Et à ce moment-là, il faudra envisager un autre pays, une autre médiation, et c'est pour ça que je parlais de la Turquie tout à l'heure, parce que dès lors, l'option turque n'est pas à exclure. À quoi correspond l'objectif russe de dénazification de l'Ukraine, fréquemment rappelé par Peskov ou Lavrov? Très difficile à dire. Le terme en lui-même est tout sauf neutre, évidemment. Je pense que le plus simple, effectivement, ce serait de leur poser directement la question. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, on sait tous, parce qu'on a vu qu'il y avait effectivement de temps en temps, dans certaines localités, des retraites au flambeau, ce genre de choses, une réécriture parfois de certains épisodes de la Deuxième Guerre mondiale. Ça ne fait aucun doute. De là à considérer que ces individus soient représentatifs et majoritaires en Ukraine, c'est évidemment faux. Donc voilà. On va passer à des questions plus économiques. Alors d'abord, sur les marchés, on lit sur certains supports que la Russie est au bord de la banqueroute et que les marchés ne valent plus rien. Qu'en pensez-vous? La bourse est fermée. Je rappelle que la bourse de Moscou est fermée jusqu'à lundi, me semble-t-il.
Et on voit que le rouble a dévissé très sérieusement. Donc on en est là. On va voir quand la bourse verra ce que valent les titres russes. Je rappelle que le gouvernement a décidé d'investir 1000 milliards de roubles pour soutenir justement certains titres qui auraient particulièrement souffert. On sait aussi que près de la moitié des réserves de la Banque centrale ont été saisies en Occident et donc ne sont plus utilisables pour stabiliser le rouble ou intervenir. Donc voilà un petit peu le contexte. Il est difficile, encore une fois, d'en prendre toute la mesure parce que les choses évoluent d'heure en heure. Les annonces de retrait d'entreprises étrangères, notamment américaines, évoluent d'heure en heure. Ce que j'observe aussi, et ça a été repris par le New York Times tout à l'heure, c'est qu'apparemment, au sein de l'administration américaine, il y a certaines discussions sur le fait de savoir si taper aussi fort, aussi vite, ne reviendrait pas finalement à acculer Poutine et à l'encourager finalement à escalader, puisque finalement il n'aurait plus grand-chose à perdre. En tout cas, je vous invite à lire cet article sur les débats au sein de l'administration américaine. Ça rejoint ce qu'a dit Mme Nuland hier dans un entretien exclusif à l'agence TASS à Washington, où elle laissait la porte ouverte à une levée au moins partielle des sanctions en cas de cessez-le-feu. Les sanctions, on sait, on l'a vu, n'ont pas été dissuasives. Elles sont dans une logique de punition. Certains en Russie considèrent qu'on est désormais dans une logique de changement de régime. Et évidemment, dans cette optique-là, les marges de manœuvre pour trouver un compromis et que tout le monde sauve la face se réduisent dramatiquement. Or, il faudra bien, sauf à envisager le pire, et le pire, c'est un conflit généralisé, et donc nucléaire, il faudra bien que les Occidentaux et la Russie trouvent une voie de sortie à un moment ou à un autre. Le plus tôt sera le mieux. On demande aussi comment définit-on une entreprise étrangère, parce qu'effectivement pour les leasing, ce sont des OOO qui détiennent les avions, mais ce qui définit une entreprise étrangère, c'est son actionnariat, bien évidemment. On nous dit aussi que Hermès a annoncé aujourd'hui suspendre l'activité de ses 3 magasins aussi. Je confirme. D'accord, vous avez confirmation. Est-ce que tu peux rapidement commenter ceci, mais il ne faut pas le lire, il faut commenter. Explique de quoi il s'agit et comment. Bien, le gouvernement russe donc, a adopté un certain nombre de mesures et lors de cette réunion, le vice-premier ministre Belaousov, lors d'entretiens avec des représentants des organisations patronales russes, a déclaré voir trois scénarios s'agissant des entreprises étrangères ici, 3 types de situations. La première, c'est une poursuite de l'activité. Une deuxième cas de figure, les actionnaires étrangers transfèrent provisoirement leur participation à des partenaires russes et pourront revenir plus tard sur le marché. Et troisième éventualité, les compagnies étrangères présentes à Russie cessent son activité, licencient, et dans ce cas-là, évidemment, est mise en œuvre une procédure de liquidation, de faillite, afin de permettre une reprise par d'autres. Voilà. Pas d'autres entrepreneurs. Donc en fait, il prévoit tous les cas. Mais sachant que, encore une fois, on a l'impression d'un manque de coordination, puisqu'un décret présidentiel a été signé il y a 48 heures, extrêmement dangereux pour les entreprises, puisqu'il prévoit la suspension de toute activité de crédit pour les banques russes vis-à-vis de sociétés telles que c'est indiqué dans le décret présidentiel, détenues par des pays inamicaux. Alors, la Chambre s'est aussitôt mobilisée. Nous sommes adressés officiellement, d'une part, à M. Belaousov, dont nous avons parlé, vice-premier ministre en charge de l'économie, mais également Mme Nabiulina, la présidente de la Banque centrale, M. Reshetnikov, le ministre du Développement économique, M. Mantourov, ministre de l'Industrie et du Commerce, et même M. Michoustine, Premier ministre, chef du gouvernement de la Fédération de Russie. Sachant que si une entreprise ne peut plus bénéficier de crédit bancaire, on voit mal comment elle pourrait échapper au troisième scénario le plus terrible
c'est-à-dire celui de la faillite et de la reprise par des Russes. Donc il y a des mécanismes qui permettraient d'éviter cette suspension du crédit. Nous y travaillons d'arrache-pied. Et nous allons également mobiliser nos collègues américains et de manière générale les représentants des autres associations de business présentes en Russie, afin de faire front commun, comme nous le faisons depuis déjà longtemps, en espérant que ce n'est pas ce troisième scénario qui sera privilégié par les autorités russes. Alors, on nous demande justement par rapport à ces scénarios, quels sont les impacts des recommandations du Quai d'Orsay. D'abord, des ressortissants de retour en France, bien évidemment, il va y avoir un certain nombre. Vous dire combien, c'est absolument impossible à ce jour. Les avions sont remplis, mais il y a, je vous disais, entre 7 000 et 10 000 Français en Russie. Combien vont partir? Plusieurs milliers. Mais est-ce qu'il va en rester 1000, 2000 ou 3000? Je n'en sais absolument rien à ce jour. Est-ce qu'on va fermer des usines? Alors non, parce que en fait, il y avait déjà une russification des postes qui avait eu lieu bien avant le Covid. Donc, vous avez finalement plus beaucoup d'expatriés français dans les entreprises. Donc, évidemment, lorsque les expatriés partent, d'abord, il y a un certain nombre de choses qu'ils pourront faire de France ou de là où ils vont être. Et ensuite, bien évidemment, les Russes ont été formés au management de cette société. Donc, ils pourront être remplacés. Ça va probablement accélérer la russification, là encore, mais elle a déjà eu lieu. Si vous prenez, par exemple, des groupes comme Auchan ou Leroy Merlin, les directeurs... mais dans ces groupes-là, les directeurs de magasins sont des Russes maintenant, alors qu'au début, c'était 100% des Français. Aujourd'hui, je pense que c'est 100% des Russes, peut-être à quelques exceptions près. Donc, non, ça ne ferme pas les usines. Le départ des expatriés ne ferme pas les usines. Et ensuite, quid des 160 000 salariés, c'est même plus que ça, qui travaillent dans les grands groupes français aujourd'hui? Ceux qui ferment, évidemment, ils vont se retrouver au chômage. Mais pour l'instant, on n'a pas entendu parler de grands groupes français qui fermaient ou qui quittaient la Russie. Donc, et je crois qu'ils ont font tous extrêmement attention à leurs salariés, c'est ce que j'entends, et ils ne veulent pas partir comme ça en laissant tomber tout le monde. Et pour revenir sur votre question, comment est-ce que les autorités russes ont perçu les recommandations du Quai d'Orsay, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a répondu de manière peu agréable, mais néanmoins pas du tout hostile. Il a expliqué que l'emblème national de la France étant le coq, il n'y a pas lieu de s'étonner que les Français se comportent comme des poules mouillées. Donc encore une fois... Péror, c'est une autre traduction. On est toujours dans le registre de la basse-cour, mais encore une fois, il n'y a pas d'hostilité. Nous vous rappelons encore une fois qu'il n'y a aucune manifestation d'hostilité vis-à-vis des Français observable, ni à Moscou, ni dans les régions. Ah non, on n'a pas de problème de sécurité. Alors, on nous demande l'impact sur l'industrie automobile. Il va être important, l'impact sur l'industrie automobile, mais comme sur un certain nombre d'autres industries. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà, avant les sanctions, un grand problème d'importation des composants. Mais vous savez que c'est un problème mondial. Vous savez qu'au niveau mondial, l'industrie automobile n'arrive plus à produire le nombre d'automobiles dont ils ont besoin pour les ventes. Alors là, le problème est aggravé, puisqu'ils ne peuvent carrément plus du tout imposer de composants. Alors, que vont-ils faire? Ils vont s'adapter, c'est-à-dire qu'ils vont trouver des composants sur place, ils vont faire des composants sur place, et puis ils vont arriver avec d'autres modèles. Tout ça va être une adaptation, c'est ce qu'il faut faire en temps de crise, c'est s'adapter. Donc, il va y avoir une adaptation des différentes entreprises à la situation de crise qui va prendre plusieurs mois. Notamment en réduisant la part des composants électroniques, il n'y aura plus d'ABS, plus forcément d'airbag, mais on reviendra au fameux modèle increvable de la Niva, qui est la seule automobile à marcher dans le désert, d'après ce que nous disent des amis aventuriers. Non, mais c'est vrai qu'il y a une résilience et une capacité ici à revenir à des modèles moins sophistiqués, mais qui ont fait leur preuve. Alors, sous les sanctions, on nous demande, peut-on envisager un élargissement des produits sous sanction par la Russie, par réciprocité? Bien sûr. Par exemple, dans l'alimentaire, alcool, aussi ou impossible? Aussi. Bien sûr. Ils peuvent, tous les produits alimentaires peuvent être mis sous sanction. On a bien vu qu'en plus, pour le coup, c'était tout ce qui a été mis sous sanction en 2013. Les contre-sanctions russes de 2013 ou 2014 ont eu un effet bénéfique pour la Russie puisqu'ils sont devenus indépendants sur un plan alimentaire, alors qu'avant, ils dépendaient complètement de l'étranger. Donc, ce n'est pas ce qui leur fera peur de rajouter des produits s'ils doivent rajouter des produits. De manière générale, tout est possible, Jonas.
pour quand attend-on la 4e vague de sanctions de l'Union européenne contre la Russie et sait-on un peu à quoi s'attendre? J'ai dit hier que ce serait probablement sous 48 heures, donc c'est peut-être ce soir, peut-être demain. On a entendu parler de possibles restrictions qui pourraient concerner l'accès des bâtiments russes aux ports européens. Il y aura peut-être d'autres choses. Je ne dispose pas d'informations spécifiques sur le sujet. Et peut-être une extension des personnes aussi, du nombre de personnes sous sanction. On avait entendu. Alors, vous dire qui, bien évidemment, nous ne savons pas. Alors, pour les entreprises françaises présentes en Russie, vont-elles pouvoir bénéficier d'aide de la part du gouvernement français? Alors là, je sais qu'il y a des études qui sont faites. On ne peut pas vous dire oui aujourd'hui, hein, c'est impossible. Il y a des études qui sont faites et on nous a demandé d'ailleurs, en tant que CCI France-Russie, un certain nombre d'informations sur le nombre d'entreprises françaises présentes en Russie. C'est 1200, comme vous le savez, mais sur tous les secteurs d'activité dans lesquels elles travaillent, et donc voir comment elles pourraient être aidées. Mais je n'en sais rien encore aujourd'hui. Et il y a aussi un plan d'aide qui va être mis en place par les Russes, dont pourraient éventuellement bénéficier les entreprises françaises. Alors, peut-on s'attendre à une initiative commune, une position commune des pouvoirs publics français concernant les entreprises du CAC 40 présentes en Russie? Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire, est-ce qu'on va dire aux entreprises du CAC 40, vous quittez la Russie? Je crois comprendre que c'était l'état d'esprit de Bruno Le Maire mardi matin. Il y a eu une sorte d'embardée, si j'ose dire, qui est retombée dans l'après-midi, en tout cas. N'en est plus question, semble-t-il, à situation égale, en tout cas. Et j'observe qu'un certain nombre de groupes français ont décidé et ont déclaré publiquement vouloir rester en Russie tout en gelant, par exemple, de futurs investissements. Donc c'est plutôt ça, me semble-t-il, la position souhaitée, en tout cas, par une majorité de groupes français, évidemment qui ne sont pas insensibles à la situation, ils ne peuvent pas ne pas tenir compte du contexte, mais qui ne sont pas prêts, me semble-t-il, à sacrifier ce qu'ils ont construit depuis fort longtemps en Russie. Alors, outre la réputation, pouvez-vous indiquer précisément le motif qui pousserait une PME ou une ETI à retirer ses activités commerciales, industrielles avec la Russie? Faut-il tout mettre sur le compte de l'exclusion des organismes financiers de SWIFT? Non, bien sûr que non. Le premier motif, c'est juste qu'il n'y ait plus de marché. C'est-à-dire que si vous ne pouvez plus importer des produits qui vous aident à fabriquer le produit que vous vendez, ben vous n'avez plus rien à vendre et vous n'avez plus de marché. Donc ça, je pense que ce sera la première raison qui pousserait l'entreprise à se retirer. Mais tu allais dire quelque chose, Igor, non? Non, je te rejoins sur le SWIFT, c'est pas du tout le fond du problème, a priori. Et comment expliquer que peu d'entreprises françaises aient décidé d'arrêter leurs activités en Russie alors que les annonces d'entreprises étrangères se multiplient? Intel, Ikea, Volvo. Ce n'est pas du tout la même chose. Intel, Ikea, Volvo, c'est des grandes entreprises. Alors, les entreprises suédoises, Ikea, Volvo, les Suédois sont partis il y a 8 jours. Mais ça, c'est une attitude très suédoise. Voilà, je ne peux pas vous dire autre chose. On a un Zoom toutes les semaines avec toutes les chambres de commerce étrangères en Russie. Les Suédois étaient partis et ne tiennent pas à rester en Russie. Voilà, donc c'est ce que vous trouvez. Si je puis me permettre, sans vouloir faire forcément de l'histoire très longue, mais la Suède et l'Ukraine, c'est une très longue histoire. On se souvient tous de Poltava. Dans un registre plus récent, on se souvient que la Suède et la Pologne étaient en pointe dans l'organisation du partenariat oriental. Donc il y a une sensibilité particulière de la Suède à tout ce qui a trait à l'Ukraine et à la Russie. Alors, dans certains articles, on peut lire que la Société Générale pourrait se séparer de la Rosbank. Quelles seraient les conséquences d'une telle décision pour les clients français de la Rosbank? C'est vrai qu'on le lit, je l'ai lu aussi. Je suis incapable de vous dire si c'est le cas, et on ne le saura pas tout de suite. Les conséquences, il ne devrait pas y avoir de conséquences, sauf s'ils étaient rachetés par VTB, qui est une banque sous sanction. Il faudrait voir qui les rachète. Mais aujourd'hui, la Société Générale va-t-elle se séparer de la Rosbank? On ne peut pas vous le dire, parce que nous n'en savons rien.
Alors, pourquoi les Américains ont retiré M. Ousmanoff, Metallo Invest, contre les sanctions, de leur liste de sanctions? Bonne question, je creuse la question. Bon, on vous répondra demain. Mais ce qui veut dire accessoirement qu'ils peuvent faire preuve de souplesse, peut-être plus que les Européens, ce qui paraît assez surprenant. Quid si les Français téméraires ou binationaux sont tentés de manifester en Russie leur désaccord en public, qui se retrouvent au poste? Est-ce que nous savons les risques encourus? Oui, les risques sont connus, ils sont très lourds. Ce sont des adaptations légales récentes. Une participation à une manifestation, donc je rappelle qu'une manifestation aujourd'hui, c'est plus de 3 personnes qui s'agitent un peu, éventuellement avec des pancartes et des voix qui portent. On est à 8 ans de prison ferme, jusqu'à 8 ans de prison ferme pour une participation et jusqu'à 15 ans de prison ferme pour les organisateurs. Donc, oui, les choses sont prises on l'a très au pas sérieux. encore vu, cela dit appliqué. Non, mais c'est effectivement. Mais les dispositions sont là pour faire peur et elles ont réussi. Et une précision qui, tout le monde le sait, mais rappelons qu'un binational franco-russe ne peut pas être défendu par la France en Russie, du point de vue consulaire. Un binational en Russie est perçu par les autorités russes comme un ressortissant russe et tout le reste ne préoccupe absolument pas les autorités locales. Alors, y a-t-il une probabilité de nationalisation des filiales françaises en Russie? Je vois mal le gouvernement russe dire on nationalise toutes les filiales françaises. On en revient aux 3 cas de figure évoqués précédemment. Et puis, il y a l'interdiction faite de céder les parts. Donc, s'il y a un départ par pertes et profits, peut-être. Mais je doute que ce soit un scénario privilégié par les groupes français. Alors, à l'instar de l'autonomie agricole acquise suite à 2014, donc les sanctions de 2014, ne pensez-vous pas qu'un des objectifs du gouvernement russe est de rendre le pays autonome également en matière de production industrielle via nationalisation des entreprises étrangères? On vient de parler du problème des nationalisations. Bien évidemment que les Russes vont vouloir devenir beaucoup plus autonomes sur tous les composants qui est nécessaire pour acquérir leur souveraineté. Cela étant, le point délicat, c'est les transferts de technologies. Ça fait quand même des années que les entreprises de pointe technologique ont extrêmement limité ces transferts, ou en tout cas les ont gérés de manière extrêmement parcimonieuse. Donc c'est une chose de mettre la main sur des usines, c'en est une autre de savoir comment fabriquer. Alors, de façon intéressante, c'est quelles sont les nations qui retirent leurs entreprises? Je lis le texte. Hein. Et elles semblent être surtout européennes, ce qui est vrai. Qu'en est-il des entreprises américaines, Coca-Cola, Apple, McDonald's? Ils ne bougent pas. Ils restent là pour l'instant. Donc, Microsoft annonce son retrait. Alors, Microsoft, oui. Mais ce n'est pas la maintenance dont il parlait? Pour l'instant, en suspension des activités de Microsoft, ça vient juste de tomber. D'accord. Ford, mais Ford n'est plus présent d'un point de vue de production, c'est fin des ventes. Ouais. Mais ceux qui ont des usines, comme Coca-Cola et McDonald's, Apple n'a pas d'usine, restent pour l'instant. Hein. Et on n'entend pas dire qu'ils vont fermer. Et si je peux ajouter la remarque, la dichotomie entre Occident et le reste, elle est très vraie. Les Sud-Coréens ont fait du lobby pour obtenir des waivers auprès de l'administration américaine pour Samsung et Kia. Et donc, ils vont rester, Samsung et Kia, par exemple, Kia, donc les voitures, vont rester parce qu'ils ont obtenu un parapluie de la part de l'OFAC, comme quoi ils ne seraient pas pourchassés ou persécutés pour leurs activités en Russie. Donc, eux, ils restent en l'occurrence. C'est 2 exemples que je cite, mais on pourrait en trouver, à mon avis, d'autres. Et par ailleurs, Renault Avtovaz fait partie du plan de protection que l'État a mis en place pour 5 groupes automobiles. Et Renault Avtovaz est le seul groupe étranger qui en fait partie. C'est aussi le seul groupe étranger qui détient une société automobile russe, d'origine russe. Ceci expliquant cela, voilà. Monsieur le Président. C'est pour ça que je suis président. La Banque asiatique d'investissement suspend ses activités en Russie et en Biélorussie. Je trouve ça surprenant, dit la personne qui a écrit ce texte. Avez-vous une interprétation de ce fait?
La banque d'investissement, c'est les Chinois, en fait. Donc, il y a ça. Il y a un autre élément qu'on peut relier, qui est la suspension de certains transits logistiques par la Russie décidés par la Chine. Donc, c'est peut-être trop tôt pour commencer à tirer des conclusions, mais c'est à l'évidence, c'est des signaux que les Chinois envoient. Et je serais curieux de savoir comment s'interpréter ici par les pouvoirs publics, mais c'est pas anodin. C'est plutôt un phénomène de prudence et d'évaluation. C'est pas anodin, je pense que ça va être interprété effectivement de façon inquiète par les Russes, mais je n'en tirerai pas c'est trop tôt. de grandes leçons globales sur la relation russo-chinoise à ce stade. L'Union européenne ayant très rapidement publié un nouveau paquet de sanctions très précises concernant certains produits, machines-outils, semi-conducteurs, microélectroniques, l'équivalent côté USA se fait attendre. Savez-vous quand, si les USA s'aligneront? Il n'y a pas d'éléments sur le sujet. Ce qui est assez intéressant de noter, c'est que les USA ont toujours été leaders en matière de sanctions. C'est toujours eux qui ont mis les sanctions les plus dures et l'Union européenne a été beaucoup plus prudente. Et ce, jusqu'à 8 jours. Maintenant, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que c'est les Européens qui sont les plus durs et les Américains qui sont en retrait et qui ne suivent pas du tout la ligne européenne. Donc, c'est assez intéressant à voir. Juste une précision, savoir que Ikea maintient son activité, ses centres commerciaux méga, ils ne sont pas fermés. Les magasins Ikea suspendent leur activité, mais pendant un temps limité. Jusqu'au 31 mai. Voilà, jusqu'au 31 mai pour l'instant. Donc effectivement, Ikea ne quitte pas complètement la Russie, ils maintiennent un certain nombre de leurs activités. Une autre précision, c'est que Ford, je ne suis pas sûr d'ailleurs de celle-ci, Ford est présent en production via une JV avec Solaire, je crois que c'est plus vrai. On nous demande dans quel pays du monde les citoyens russes sont-ils encore les bienvenus? Nicaragua, la Syrie. Nicaragua, d'accord. De façon générale, dans le monde non occidental. La Serbie, non? Et la Serbie, en Europe, en Serbie. Ouais, d'accord. Chypre. Alors, deux questions. Suite à l'interruption des combats, quelles seraient les restrictions, sanctions, interdictions qui seraient maintenues, amoindries, suspendues ou annulées? Ça, c'est difficile. Ça fait partie, c'est typiquement le dernier étage de la négociation. Et donc, bien malin qui peut le dire, en réalité, personne n'en sait rien. Donc, ça dépend d'une part de ce qui va se passer sur le terrain, d'un point de vue militaire, dans les jours et les semaines qui viennent. Ça dépendra de la tournure générale des négociations bilatérales russo-ukrainiennes et du dernier étage, parce que pour le coup, ça ne relève pas des discussions russo-ukrainiennes, mais russo-occidentales. Donc, sinon, une lecture optimiste, enfin modérément optimiste, qui est de dire qu'il y aura un jour une négociation, une sortie politique. On peut penser qu'une partie des sanctions sera enlevée. Si on s'inscrit dans le scénario noir d'escalade, voire d'escalade peut-être nucléaire, tactique en tout cas, et de terre brûlée, et bien évidemment, on change de monde totalement pour le coup, et rien de tout ça n'aura lieu. Mais je reste malgré tout plutôt dans le scénario numéro 1. Et alors, on nous demande pour les auto-entrepreneurs s'il y aura un statut pour les Français. Pour l'instant, il est réservé aux Russes, donc je ne sais pas ce que la Chambre fera. La Chine pourrait-elle prêter de l'argent à la Russie pour faire face aux prochaines échéances de remboursement de prêts? Prêter, oui, mais à des taux usuraires. La Russie a très peu de dettes. Il faut rappeler que la Russie, le risque pour la Russie aujourd'hui, ce n'est pas l'exposition à la dette extérieure. C'est plus faire tourner les circuits financiers alors qu'une partie des réserves a été bloquée. Non, je pense que la Chine observe, la Chine réfléchit, sans toutefois l'envisager ouvertement, à une médiation entre la Russie et l'Ukraine. Ce serait un coup diplomatique phénoménal. Imaginons une seconde qu'il y ait une sortie de crise possible grâce à une médiation chinoise. Imaginez ce que ça veut dire en termes politiques. Je ne suis pas certain que les Chinois, à ce stade, veuillent s'engager là-dedans et ne le feront que s'ils sont certains qu'ils peuvent le faire, qu'ils ne s'exposent pas à une rebuffade ou à un échec. Mais on en parle et en soi, c'est significatif. Par contre, je pense que le scénario le plus vraisemblable à court terme, c'est qu'il y ait effectivement quelques financements de grands projets, comme ça avait été le cas après 2014, et probablement un nouveau grand contrat gazier entre la Russie et la Chine, notamment ce projet de gazoduc reliant Yamal
à la Chine via la Mongolie. On en parle depuis longtemps. Ça a avancé ces derniers mois. Ça n'avait pas été conclu dans la visite du président Poutine à Pékin. Ça peut avancer et il est évident, je rejoins Pavel, que là encore, les conditions commerciales seront sans doute très favorables à la Chine. On va arrêter juste deux petites questions. On nous demande si les pays délivrent les visas Schengen. Oui, la France continue à délivrer des visas Schengen, ça prend du temps. Et étant en contact avec des CCI d'autres pays, alors en fait, nous appartenons à un réseau qui s'appelle CCI France Internationale, qui est basé en France, qui nous suit tous les jours et qui a transmis notre lien à toutes les CCI à travers le réseau. Donc, le réseau des CCI à travers le monde peut nous suivre. Et là, on a même été en contact avec le président de la CCI France-Ukraine et on vous tiendra au courant un petit peu plus tard de notre dialogue avec lui. Il participera peut-être à un moment ou à un autre. Voilà. On nous demande si un monsieur qui a des crêperies depuis 8 ans à Moscou, doit-il vendre et quitter le pays? Au contraire, continuer à investir, car le marché va se développer de l'intérieur. C'est sûr que le marché va se développer de l'intérieur. Vous dire si vous devez vendre ou rester, mais très difficile de vous répondre à cette question. C'est dommage, c'est la semaine des crêpes, c'est la Chandeleur ici. Oui, c'est vrai, c'est la Chandeleur aujourd'hui. Toute la semaine. Enfin, toute la semaine. Comme d'habitude, un petit briefing par Pavel. Quelques mots de la fin. Donc, comme nous vous l'avons annoncé, les dispositifs électroniques, informatiques et autres sont aujourd'hui menacés. Donc, nous vous invitons, pour ceux d'entre vous qui ne l'avaient pas fait, à vous abonner à notre fil Telegram. Il sera sans doute plus résilient que le reste des options disponibles à ce jour. Donc, gardez le fil avec nous et ce fil est le fil Telegram. La hotline@ccfr.ru, vous l'utilisez et nous en sommes extrêmement contents. Concernant l'enquête auprès des entreprises françaises et de son personnel français, nous en avons parlé en début de session. Demain est un jour travaillé en Russie, donc à 14 h, nous organisons dans le cadre du comité PME-PMI une session en français pour des entreprises membres et non membres, c'est-à-dire pour tout le monde, sur le thème rapatriement de Russie, contours logistiques et juridiques, une question encore une fois très actuelle. Les informations sont sur notre site www.ccfr.ru et une fois encore, comme demain est un jour ouvré, vous nous retrouverez, certains d'entre nous qui sont fidèles au poste ici, les autres seront connectés depuis l'Europe en attendant la prochaine relève. Donc 17 h 30 et puis nous serons également là avec vous ce lundi. Tenez bon. Merci beaucoup et à demain.